Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de la systémique du bonheur. Aujourd'hui, j'animerai ce podcast seul parce que Julien est actuellement en croisière de formation en coaching systémique et en PNL avec nos étudiants. Pendant cette croisière, ils vont apprendre énormément de choses, ils vont pratiquer justement les outils du coaching, mais ils vont également avoir la chance de visiter le sud-est des États-Unis et les Bahamas. Une bonne manière d'allier l'utile à l'agréable. Alors dans ce podcast, je vais t'inviter à un voyage intérieur, mais aussi au pays d'Orient au travers de la philosophie orientale. Et pour commencer ce podcast, pour l'introduire, je vais te partager un poème de Farid el-Din Attar, qui est un poète mystique et philosophe musulman du XIIe et XIIIe siècle, originaire de Nishapur en Iran. Il était pharmacien de métier, mais au cours de sa vie, il a fini par se tourner vers la spiritualité et la poésie, dans lequel il explorait des thèmes comme l'amour divin et la quête de soi. Alors peu importe que tu sois croyant ou non, peu importe ta religion, peu importe que tu sois spirituel ou pas, sache que ce texte est universel et il nous invite à une réflexion profonde sur notre place dans l'univers. Ce poème, ça va être un extrait de la Cantique des oiseaux, qui est son œuvre la plus célèbre. Dans cette Cantique des oiseaux, il raconte le voyage symbolique d'oiseaux incarnant des traits humains, en quête du simorgue. Le simorgue, c'est un oiseau mythologique, majestueux, qui symbolise la sagesse. Assieds-toi confortablement et prête l'oreille à ce poème. Au-delà de la connaissance, voici que s'ouvre la vallée de la liberté solitaire. C'est le pays des 1000 vents. La violence de ces tempêtes couche d'un souffle sans forêt. Les 7 océans réunis n'impressionnent pas plus ici qu'un vulgaire étang de campagne. Adieu querelle, adieu débat. Nul ne se préoccupe plus de trouver un sens à sa vie. Les 7 planètes, une étincelle. Les 8 paradis, un tombeau. Les 7 enfers, un bloc de glace. En ces lieux, crois-moi, si tu l'oses, une fourmi d'un coup de patte abat plus de 100 éléphants. Et le temps qu'il faut à 2 merles pour picorer un épimure, 100 caravanes ont trépassé dans la fournaise du désert. Avant que le soleil divin n'atteigne enfin le front d'Adam, des foules d'anges en robe verte furent consumés de chagrin. Avant que l'arche de Noé prenne la mer sous les ondées, quelques millions d'êtres vivants furent réduits en cendres humides. Avant qu'Abraham prenne place au premier rang des bienheureux, des milliards de mouches voraces s'abattirent sur son armée. Avant que le fils de Jacob ne soit délivré de son puits, les yeux de 1000 et 1000 gens pleurèrent des larmes de sang. Avant que Moïse voie Dieu, d'innombrables têtes roulèrent sur la terre dure. Avant que le crucifié n'atteigne le cœur du Seigneur, des milliers de cordons chrétiens furent noués sur 1000 ventres. Avant que Mohammed s'élève une nuit jusqu'au Tout-Puissant, furent pillés des millions d'âmes. Au bout du compte, rien ne vaut. Agir, ne pas agir, qu'importe. Un univers né se consume, un rêve s'allume et s'éteint. Des milliers d'âmes naufragées, une goutte dans l'océan. Un astre vole en 1000 éclats, une feuille tombe d'un arbre. Que du fond de l'inexistence un poisson atteigne le ciel, ou qu'un aileron de fourmi effleure un caillou, c'est tout comme. Les 2 mondes, un grain de poussière. Djinns, animaux, êtres humains, forêts et fleuves de la terre ne pèsent pas le poil d'un chien. Si tu veux savoir ce que vaut le fracassement des 9 cieux, suppose à la crête des vagues un grain d'écume, rien de plus. Alors dans cet extrait de poème, il est question de la vallée de la liberté, qui est l'une des vallées abordées dans le poème amenant à la sagesse. Donc la vallée de la liberté est un concept spirituel dans la tradition soufie qui représente un état où le voyageur transcende les dualités et les limitations du monde matériel. Et avant de commencer à aborder les différents points du podcast, j'aimerais amener une rectification pour éviter tout malentendu. Ce poème amène l'idée de notre insignifiance. Et toi qui écoutes ce podcast, tu pourrais dire, ok, mais si on est insignifiant, est-ce que ça veut dire que rien ne vaut dans le monde ?
notre vie ne vaut pas, on ne peut rien faire, on n'a pas de pouvoir, en fait, c'est tout le contraire. Et il est là le paradoxe. C'est que notre insignifiance dans l'univers n'implique pas une absence de valeur. Elle n'implique pas une absence de pouvoir chez nous. Bien au contraire. C'est dans la reconnaissance de notre petitesse que nous trouvons la liberté d'agir avec authenticité et sans pression, tout en sachant que nos actions peuvent avoir un énorme impact dans le monde. Maintenant que c'est dit, je vais aborder les différents points. On va commencer avec le premier point. Le premier point, c'est le paradoxe entre notre insignifiance et notre grandeur. En tant qu'être humain, on est fragile et éphémère. On est comparable à un atome dans l'immensité de l'univers. Et c'est important de le reconnaître. C'est important de le reconnaître parce que c'est une vérité. Notre vie, elle peut vaciller en un instant, en une seconde. On ne sait pas combien de temps on vivra. On ne sait pas quand est-ce que sera notre fin. Et c'est en ça que notre vie, elle est éphémère. Mais aussi notre insignifiance, c'est le fait qu'on est un atome dans l'univers, comme je l'ai dit, ce qui fait que on n'est pas indispensable à cet écosystème. C'est-à-dire que le jour où on disparaîtra, la Terre continuera de tourner. Les gens continueront de faire leur vie. Combien de milliards de personnes sont passées sur cette Terre avant nous? La vie continue. Mais je dis pas ça pour te déprimer, parce que au contraire, le fait de reconnaître notre insignifiance dans l'univers, notre fragilité, elle nous permet d'abandonner l'illusion du contrôle, de se reconnecter aux choses qui sont les plus importantes. Mais elle nous permet aussi de nous reconnecter à quelque chose qui est important, c'est notre humilité. Parce qu'une fois que tu te libères de ce fardeau, tu reconnais ton insignifiance, tu te libères d'un énorme fardeau. Au final, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'emmerder avec des conneries et de passer à côté des choses essentielles? Est-ce que ça vaut la peine pour moi de perdre des heures et des heures à surmentaliser sur des choses qui n'ont pas réellement d'intérêt, alors qu'en vrai, puisque je suis insignifiant et éphémère, je peux partir demain. Tu sais, si on t'annonçait qu'il te reste un jour à vivre, est-ce que tu continuerais à te prendre la tête avec des broutilles qui servent strictement à rien? Ou est-ce qu'au contraire, tu dirais, tu sais quoi, je m'en fous, je vais profiter là. Je vais me connecter aux choses importantes. Je vais revoir mes priorités. Après, on est des êtres humains, hein, on vit en société, forcément, il y a des choses qui viennent nous agacer. D'accord? On vit pas en autarcie, on a notre travail, on a de l'administration à faire. Mais malgré tout, c'est que si tu savais que qu'il te restait potentiellement un jour à vivre, est-ce que tu continuerais à trimballer sur tes épaules certains poids qui ne servent à rien et qui te stressent et qui occupent ton esprit et qui occupent énormément d'espace? Ou est-ce qu'au contraire, tu dirais, tu sais quoi? Allez, osef quoi. Je vais me connecter à ce qui est important au final. Et c'est là, en fait, qu'il y a un paradoxe. Parce que, en reconnaissant cette insignifiance, il se produit tout le contraire de ce qu'on peut penser. Plutôt que de penser, en fait, ça sert à rien, je suis un petit grain, donc au final, pourquoi agir, pourquoi faire les choses? Non, au contraire. Parce qu'une fois que tu te libères du superflu, en reconnaissant ton insignifiance, tu te connectes à l'essentiel. Et c'est là, en fait, que ton pouvoir intérieur, que ta grandeur, elle va se libérer. Et je dirais même plus qu'en faisant ça, tu te connectes à ton humilité, à l'humilité. L'humilité, c'est un point central, on a fait un podcast là-dessus. L'humilité, c'est le fait de reconnaître nos qualités, mais de reconnaître aussi nos défauts et nos points faibles. Et du coup, ça permet par la suite de dire, ok, je vais me concentrer sur ça. Ok, j'ai des points faibles. Plutôt que de passer des heures à essayer de rattraper mon retard sur mes points faibles pour être juste moyen, pourquoi est-ce que je capitaliserais pas sur mes qualités, mes forces? Et pourquoi est-ce que j'en ferais pas don à l'humanité, à mes proches, aux gens qui m'entourent, à mon projet? Parce que tes forces, ont la capacité de faire la différence. C'est vrai qu'à l'école, on a cette tendance, surtout en France, à venir nous demander de travailler sur les choses, de passer énormément de temps sur nos points faibles. Ça peut être important de travailler sur ces points faibles, c'est pas ça la question. Mais de mettre énormément d'énergie sur nos points faibles, de passer des heures et des heures et des heures et des heures à nous concentrer uniquement sur nos points faibles, en délaissant nos forces,
Ben, en fait, on perd notre temps. C'est comme si tu prenais un footballeur, une footballeuse, et que tu lui disais, écoute, tu sais quoi? T'as plein de défauts. Bah là, pendant 1 an, tu vas te concentrer que sur tes défauts. Et du coup, bah ok, tu vas te concentrer sur tes défauts, c'est très bien. C'est bien de travailler sur ses défauts, c'est pas le souci. Mais tu vas passer tellement de temps à travailler sur tes défauts que tu vas pas développer tes points forts. Et la seule manière de te démarquer par rapport aux autres, c'est de travailler sur tes points forts. Parce que c'est inné en toi. Parce que c'est ça qui fait la différence chez toi. Donc il faut un équilibre. Et l'humilité, c'est ça. C'est ok, je reconnais, je suis insignifiant dans ce monde. Je peux partir à n'importe quel moment. Je suis fragile. C'est un fait. C'est un fait. Et en le reconnaissant, tu fais le tri dans ton esprit. Tu fais le tri. Ça te permet vraiment de revoir tes priorités, de te reconnecter à ton authenticité. Et c'est là que la différence va se faire. On se débarrasse de pressions qui n'ont pas d'importance. Parfois d'injonctions qui viennent même pas de nous et qui sont là et qui nous paralysent. On se débarrasse de peur, de doute. Et c'est là qu'on récupère notre pouvoir. C'est là qu'on récupère pleinement notre pouvoir, en fait. Et en fait, c'est ça qui est drôle aussi, c'est que malgré notre petitesse, une fois qu'on se débarrasse de tout ce superflu-là, ben en fait, on peut se rendre compte qu'on a le pouvoir d'impacter durablement et profondément le monde par nos actions, qu'elles soient petites ou grandes. Un sourire peut changer une vie. Un geste altruiste peut changer une vie. 10 minutes d'écoute active peut changer une vie. Imagine qu'un jour, tu marches dans la rue, que tu croises un SDF. Tu as le temps ce jour-là, et tu te dis, bon bah tiens, tu sais ce que je vais faire? Je vais lui proposer une boisson chaude, je vais me poser avec lui et je vais discuter. Et là, pendant 10-15 minutes, tu discutes avec lui, tu échanges avec lui, tu lui souris, tu l'écoutes, tu le valorises. Imagine que suite à cette discussion, il va se voir au travers de tes yeux, tel qu'il est, et non pas tel qu'il pense être. Comme un être humain, comme quelqu'un qui a du potentiel, comme quelqu'un qui a des qualités, et qui décide de se reprendre en main, de ne plus se laisser aller. Et là, il sort de la rue, passe à l'action, il sort de la rue, il reprend des études. Et peut-être même que, un jour, il va devenir entrepreneur, il va créer une grande entreprise qui aura un impact positif dans le monde, parce sera une entreprise engagée. Ben, en fait, ton petit sourire là, que tu penses être un tout petit geste insignifiant, il a changé la face du monde. Parce que ce petit acte de 10 minutes là, ben, a permis à cette personne de reprendre foi en elle, de poser des actions et d'impacter le monde. En fait, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Et pour ça, je peux te donner l'exemple de Chris Gardner. En fait, son histoire, elle a été relatée dans le film À la poursuite du bonheur. Et Chris Gardner, c'est une personne qui a vécu à la rue, qui a été un sans-abri, et qui s'est repris en main jusqu'à devenir un investisseur et un entrepreneur à succès. Ben, je ne connais pas la vie exacte de Chris Gardner, mais peut-être que ce Chris Gardner, lorsqu'il était à la rue, il a rencontré quelqu'un qui lui a donné cette force d'avancer, qui l'a inspiré, qui lui a dit juste une parole positive. Et que grâce à ça, ça a déclenché tout son pouvoir, toute son énergie. Et que grâce à ce petit geste-là, eh ben, en fait, il a été capable aujourd'hui de changer des millions de vies. Donc vraiment, c'est important de garder ça à l'esprit. Même un petit acte peut changer le monde. T'as le pouvoir. On est tous insignifiants à l'échelle de l'univers, à l'échelle de l'humanité. On est fragile, mais lorsqu'on le reconnaît, qu'on revoit nos priorités, qu'on se détache de ce qui n'est pas important pour se concentrer sur l'essentiel, en fait, on a le pouvoir de faire la différence et on a le pouvoir d'impacter le monde, le pouvoir d'impacter profondément et durablement le monde. Et même si tu es un petit agriculteur ou une petite agricultrice au fin fond de la campagne, dans un endroit qui compte juste 50 habitants, eh ben, tes actions, ils peuvent changer le monde de façon globale. Au même titre qu'un politicien, une politicienne, euh, un entrepreneur ou une entrepreneuse. Peut-être même plus. Peut-être que toi qui m'écoutes, qui as des enfants,
au travers de cet amour que tu donnes à tes enfants, de ce temps que tu leur donnes, de cette bienveillance, du fait que tu les responsabilises, l'éducation que tu leur donnes, ben en fait, tu es en train d'impacter le monde à une grande échelle. Parce que peut-être que cet enfant, plus tard, il va au travers de ce que tu lui as appris, de ce que tu lui as donné, développer des projets, développer des comportements, des actions qui vont avoir un impact beaucoup plus grand. Donc vraiment, c'est important de le garder à l'esprit, ça. C'est que oui, on est insignifiant, certes, mais on est aussi, il y a une grandeur présente en nous. Mais pour pouvoir la mettre en lumière, bah, c'est important de faire preuve d'humilité et d'accepter ces deux aspects. D'accepter ces deux aspects qui peuvent paraître contradictoires et pourtant qui en réalité sont interconnectés et sont essentiels l'un et l'autre. On est des êtres de dualité, d'accord? Nos défauts sont le contre-coup de nos qualités. Le mal et le bien sont présents en nous. Tout est présent en nous. On est des êtres de dualité. Mais c'est important de l'accepter, en fait. C'est important de l'accepter. J'ai fini pour ce premier point. Deuxième point, c'est la relativité des problèmes et le lâcher-prise. Quand on accepte notre insignifiance et notre fragilité, on prend conscience que tout est voué à disparaître. Tout est voué à disparaître. Tout va finir par disparaître. Que ce soit nos problèmes, que ce soit nos rancunes, que ce soit nos malheurs, que ce soit nous-mêmes, que ce soit même les personnes qui nous dérangent. Tout est amené à disparaître. On va tous vers la même direction. En fait, ça permet de lâcher prise. Encore une fois, de faire le tri. Et je te dirais, peut-être, pour aller un peu plus vers ce lâcher prise, c'est que reconnaître notre insignifiance et notre pouvoir, ça nous permet aussi de faire la différence entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Comme le disait Épictète. Notre insignifiance fait qu'en fait, on est à la merci des événements. Quand je te dis ça, je vais donner une métaphore, d'accord? Je veux que ce soit clair. En fait, on est comme des marins. On est là, on est à la barre de notre navire et on ne contrôle pas le temps, on ne contrôle pas les vagues et on ne contrôle pas les événements qui sont à l'extérieur de nous-mêmes. Si demain le vent souffle et qu'il y a une tempête, on n'a pas de pouvoir sur la tempête. Par contre, on a du pouvoir sur les actions qu'on peut poser. Qu'est-ce que je peux faire là, maintenant? Quelle décision je peux prendre là, maintenant? Mais pour prendre les bonnes décisions, je suis obligé d'accepter cette réalité que j'ai pas de contrôle sur le temps. Je connais des gens qui se plaignent lorsqu'il y a de l'orage à l'extérieur. Ça n'a pas de sens. Et on l'a peut-être même tous fait. Je l'ai certainement déjà fait. Il pleut à l'extérieur, on est là, on peste, mais c'est nul, mais je voulais faire ceci, mais j'avais ça à faire, mais patati, mais patata. Mais ça sert à rien de se plaindre, ça va pas arrêter la pluie. C'est complètement con. Et je suis le premier, hein, je me vise également hein, quand ça m'arrive. Ça n'a pas de sens. Donc plutôt que de pester sur la pluie, le mieux à faire, et de se rendre malade, hein, bien sûr, le mieux à faire, c'est d'accepter. Il pleut, je peux rien changer à la pluie. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je repousse ce que j'ai à faire, donc je fais autre chose, peut-être en attendant, pour avancer sur d'autres choses? Est-ce que je prends mes dispositions pour sortir et éviter le désagrément? Prendre un parapluie, commander un taxi, je sais pas, peu importe en fait. Mais ça sert à rien que je vide mon énergie à me plaindre du temps et à me fatiguer psychologiquement. Le truc le plus pertinent, c'est je peux rien changer. Le temps, je peux pas le changer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je patiente, je pose d'autres actions. C'est pas grave. Je profite de ce moment-là pour faire autre chose. J'en fais quelque chose de positif. Parce que quand on peste, on se prive de nos ressources. On est incapable de prendre des bonnes décisions. Et donc, c'est ça que ça nous permet justement aussi de reconnaître cette dualité en nous. Je reconnais mon insignifiance face au temps, face à la pluie et à l'orage. Pas de pouvoir. Par contre, j'ai la grandeur, j'ai le pouvoir de prendre une décision. J'ai le pouvoir de choisir de ne pas me prendre la tête et d'accepter pour rendre ma journée meilleure, ou je passe à l'action, ou je pose une autre action différente. Et ça change la vie. Ça permet de se reconnecter à son pouvoir. En te connectant à ton insignifiance et en l'acceptant, est-ce que tu continueras à entretenir un conflit
avec une personne que tu apprécies depuis des années, qui potentiellement te manque, et peut-être même que tu ne te rappelles même pas de l'origine du conflit. Mais tu es là, aveuglé par ton ego, à te dire non, je ne lui parlerai pas. T'en as envie? Non, je ne lui parlerai pas. Ou au contraire, est-ce que justement le fait de reconnaître cette insignifiance, ça te permettrait de te dire ok, qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Bah, c'est peut-être passer du temps avec elle, avec cette personne. C'est peut-être construire quelque chose avec cette personne. Et c'est pareil. C'est pareil si t'as vécu quelque chose dans le passé qui t'a profondément impacté et encore aujourd'hui, t'as les yeux rivés vers le passé. T'es constamment en train de dire et si c'était pas passé ceci, et si c'était pas passé cela, j'aurais été meilleur. Tout ça, c'est de la faute du passé. Tout ça, c'est de la faute de telle personne. En fait, c'est toi qui entretiens ton malheur quand tu fais ça. Je suis désolé de te le dire, c'est un peu peut-être brut de pomme là, mais c'est la vérité. Le passé est passé. T'as plus aucun pouvoir dessus, c'est fini, c'est derrière. T'as beau réfléchir, t'as beau mentaliser, ça changera rien. Par contre, qu'est-ce que tu veux en faire de ce qui t'est arrivé dans ce passé-là? Qu'est-ce que aujourd'hui tu peux en faire? Comment tu peux transformer ça? Qu'est-ce que tu peux faire de différent? Ça, c'est sous ton pouvoir. Ça, c'est ta responsabilité. Ça, c'est sous ton contrôle. Parce que quand t'es là, bloqué sur quelque chose qui s'est passé avant, à mentaliser, réfléchir, réanalyser, et t'avances pas, en fait, tu regardes derrière pendant que les gens avancent. Bah, je suis désolé de te dire quelque chose. Ou pas. Dans la vie, il n'y a que deux vitesses. Soit t'avances, soit tu recules. Et ça peut faire mal à entendre. Une fois, on avait une étudiante qui l'avait très mal pris d'entendre cette parole-là. Mais malheureusement, c'est la vérité. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand tu es en pause, le monde continue d'avancer en fait. La Terre continue de tourner. Les gens font leur vie. Donc, toi, là, tu es en pause sur l'année 2015, par exemple, où tu as vécu ta problématique. Tu n'avances plus. Tu es bloqué en 2015, sauf qu'on est en 2025 bientôt. Les gens ont avancé. Les gens ont avancé. C'est toi qui es bloqué en 2015. Puisque les gens avancent, tu recules. Parce que l'écart se creuse entre toi et les personnes qui avancent. Et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres qui se sont creusés. Tu recules. Et c'est ok, c'est pas une critique, c'est pas un jugement. Ce que je dis là, c'est pas pour te faire culpabiliser, mais c'est juste pour que tu prennes conscience. Parce que quand tu prendras conscience de ça, tu vas avancer. Et tu vas rattraper potentiellement ce retard. Et tu vas voir le monde différemment. Tu vas te libérer de ce fardeau. Et peut-être que, justement, je disais que c'était important de faire la différence entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, et d'accepter ce qui n'est pas sous notre contrôle. Il y a une autre parole qui nous vient d'Épictète, qui est en lien avec ça. Épictète nous dit, si ton problème a une solution, bah pourquoi s'inquiéter? Si tu as une solution, c'est que c'est pas un problème. Passe à l'action, c'est tout, tu as la solution, c'est ok. Si ton problème n'a pas de solution, pourquoi s'inquiéter? C'est hors de ton contrôle. Donc accepte, te torture pas. Te torture pas avec quelque chose qui changera pas, qui est là. Et quand tu seras en capacité de le faire, ta vie, elle va changer. Et peut-être que pour te permettre de lâcher prise, en plus d'accepter le fait qu'on est insignifiant, d'accord, qu'on a une part, une grosse part de nous qui est insignifiante, fragile, éphémère, tu peux aussi pratiquer la philosophie d'Épictète, mais tu peux aussi pratiquer la gratitude. Et je vais te partager là une histoire. Il me semble que j'ai déjà fait un hommage à cette personne, mais je vais le refaire dans ce podcast. Il y a plusieurs années, on a une amie, à moi et à ma femme, qui s'appelle Françoise, elle avait un certain âge, qui a appris qu'elle a eu un cancer. Au départ, elle était dévastée parce qu'on lui a estimé uniquement 6 mois de vie, en fait. On lui a dit que dans 6 mois, elle allait mourir. Et elle est passée par sa phase de deuil, sa phase de colère, très rapidement. Et elle s'est dit, écoute, ça sert à rien que je perds mon temps, j'ai 6 mois à vivre. Pourquoi je vais me prendre la tête avec mon job? Pourquoi je vais me prendre la tête avec des choses qui servent à rien, en fait?
c'est bon, c'est bon, je vais profiter. Et en fait, elle nous avait annoncé quelques mois plus tard que elle avait jamais été aussi heureuse. Parce que, en fait, ça lui a permis de voir la vie telle qu'elle est, de profiter de chaque jour, de se connecter avec les choses qui sont essentielles. Et elle a changé du tout au tout, en fait. Au final, elle a vécu 6 années de plus. 6 années de plus. Mais pendant ces 6 années, de ce qu'elle nous avait dit, c'est que, ok, des fois ça lui faisait mal, c'est normal, quand on sait qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps à vivre. Et même, tu sais, quand on est en bonne santé, on ne sait pas combien de temps il nous reste à vivre. Mais juste quand elle a pris cette conscience de ça, en fait, elle s'est libérée des choses éphémères. Elle s'est libérée des problèmes de bac à sable aussi, des conflits qu'on peut avoir avec les gens et qui servent strictement à rien au final. Voilà. Elle s'est libérée du gossip. Voilà. Parler sur les gens. Pourquoi je veux parler sur les gens? C'est bon. Je perds mon temps à parler sur les gens? Non, je vais m'occuper de ce que j'aime. Je vais faire ce que j'aime. Et ça nous renvoie à une philosophie d'un personnage qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle Al-Ghazali, qui pareil est un philosophe, théologien, qui nous apprend que pour vraiment comprendre la vie et se libérer des attachements matériels et du superflu, bah, il faut d'abord mourir symboliquement. En fait, cette mort symbolique, c'est ce qu'elle a vécu, Françoise, quand elle a appris son cancer. Et suite à cette mort symbolique, en fait, on revit, on renaît. Mais on renaît en mettant le focus sur ce qui est réellement important, en apprenant à apprécier les choses de la vie, les choses du quotidien, tels qu'ils sont. Et cette mort symbolique, ça peut être plein de choses. Ça peut être le fait de délaisser nos certitudes. Parfois, c'est ce qu'on enseigne aussi beaucoup à nos étudiants, c'est ce qui nous empêche d'avancer. C'est pas ce que nous ne savons pas, c'est ce que nous connaissons déjà, c'est nos certitudes du moment. C'est ça qui nous bloque, c'est ça qui nous empêche d'avancer, c'est ça qui nous empêche d'aller vers le bonheur. Mais quand tu délaisses ça, que tu fais preuve d'humilité, que tu admets qu'en fait, t'es insignifiant, au final, tu sais des choses, mais tu sais pas tout. Peut-être que t'as cette capacité de percevoir 1% de la vérité. D'accord? Bah, en délaissant tes certitudes, tu peux apprendre, tu peux t'ouvrir à de nouvelles possibilités. Et c'est là, en fait, que l'alchimie, elle se crée. C'est là que tu te donnes une capacité de progression, de briller, de t'illuminer, de prendre de la hauteur. Et cultiver la gratitude peut t'y aider. Parce que si tu t'entraînes chaque jour à faire preuve de gratitude, tu t'entraînes à te reconnecter, ben tu vois la vie autrement. Et cette gratitude, c'est la gratitude vis-à-vis de ce que tu as, de ce que tu as déjà, des petites choses de la vie, des petites choses dont tu es satisfait, un petit sourire, un petit bonjour, une rencontre. Vraiment de lister chaque jour 3 points pour lesquels tu éprouves de la gratitude et qui se sont passés dans ta journée. Et tu peux aussi l'utiliser, on l'a déjà partagé, mais tu peux aussi l'utiliser pour les choses dans le futur que tu aimerais qu'il se passe, justement en exprimant de la gratitude pour quelque chose que tu désires dans le futur. Et tout ça, ça peut t'aider à changer de perspective. Troisième et dernier point que m'inspire ce poème, c'est l'équilibre entre l'agir et l'être. À un moment dans le poème, il y a cette fameuse phrase « agir, ne pas agir, qu'importe ». En fait, cette phrase, elle pose une question fondamentale, c'est que l'essentiel n'est pas ce que dans nous faisons, mais aussi dans ce que nous sommes. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai interprété. Et cet équilibre entre l'agir et l'être, elle souligne que notre état intérieur, bah, il est tout aussi important que nos actions extérieures. Et cet équilibre, c'est au cœur même de notre approche du coaching, de ce qu'on enseigne à l'Institut Merlin. C'est que nous tous, nous sommes un système, d'accord? Et il y a notre état interne et notre état externe. Et nos deux états sont complémentaires. Ils agissent l'un sur l'autre. Si je suis pas bien intérieurement, je peux pas poser des actions positives. Je peux pas prendre des décisions qui sont positives.
Mais quand il y a cet équilibre-là, si je travaille sur mon intérieur, ça va avoir un impact sur l'extérieur. Donc, juste de comprendre que ce que nous faisons peut être influencé par notre manière de penser et d'être. C'est ça qui est important à garder à l'esprit. C'est un tout. Si on cultive un état intérieur paisible et centré, nos actions, elles, vont être beaucoup plus conscientes. Elles vont être beaucoup plus efficaces. Elles vont être beaucoup plus alignées avec notre sens profond, mais aussi notre objectif profond. Elles vont être alignées avec nos valeurs, avec qui nous sommes, avec ce qui est important pour nous, avec notre authenticité. Et c'est vraiment important de le garder à l'esprit, ça, que c'est essentiel de pas uniquement se concentrer sur nos actions. Les actions sont très importantes. Mais c'est important aussi de nourrir notre état d'esprit pour pouvoir agir avec beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus de clarté. Et ça contribue à notre grandeur. D'accord? À cette grandeur qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Au-delà même du fait qu'on est insignifiant. Et cette acceptation de notre insignifiance, c'est ce qui peut nous permettre de nous connecter aussi à l'humilité nécessaire et cet équilibre-là. Si j'apprends pas à lâcher prise sur ce qui se passe au quotidien et que je suis tout le temps stressé, tout le temps énervé, tout le temps en colère, est-ce que je pourrais avoir un impact positif sur le monde? Est-ce que je peux permettre à ma grandeur intérieure, mon pouvoir, ma lumière, de se manifester pour impacter le monde? Il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Mais aussi dans le sens contraire, si je ne pose pas d'action au quotidien et que je suis là dans mon coin à imaginer le meilleur, comment je peux impacter le monde sans poser d'action, je ne peux pas libérer ce pouvoir et cette lumière intérieure. C'est pas possible. Donc il faut un équilibre. Voilà, il faut un équilibre. Dans notre approche du coaching, effectivement, on enseigne ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle l'index de conscience, où on a les états internes et les états externes qui peuvent s'influencer les uns les autres, où effectivement, nos pensées vont influencer nos émotions vont influencer nos actions, et ainsi de suite, en fait. Donc si on agit sur l'un des éléments, en fait, ça peut influencer le reste. Mais pour cette partie, je t'inviterai à écouter nos autres podcasts où on parle vraiment de ce sujet-là. Et donc, c'est important, en tout cas, de garder ça à l'esprit. Et pour trouver cet équilibre, tu peux le faire seul, d'accord? Mais tu peux te faire aider également. Tu peux te faire aider, tu peux travailler avec un coach, un thérapeute, peu importe. Te faire accompagner pour aller beaucoup plus vite, en tout cas, vers cet objectif. Et avant de finir ce podcast, j'aimerais poser une question qui est issue justement du poème que je t'ai partagé tout à l'heure. Si rien ne vaut réellement, qu'est-ce qui nous empêche de vivre pleinement, libre de toute peur ou de regret? Si vraiment rien ne vaut réellement, qu'est-ce qui nous empêche de vivre pleinement, libre de toute peur ou de regret? C'est comme ça que j'aimerais finir ce podcast. Je ne crois pas que rien ne vaut, d'accord? Mais je trouve que ce poème, justement, il nous invite à remettre l'église ou la mosquée ou la synagogue ou le temple au centre du village. De se connecter à ce qui est réellement important et à notre véritable portée dans ce monde. Parce que quand tu sais que ton temps est limité, que tu es fragile, alors quand tu en as conscience, parce qu'on le sait, mais on n'est pas conscient souvent de ça. On le sait, mais on n'est pas conscient. Parce qu'il y a une différence entre le fait de savoir et le fait d'être conscient. Quand on est conscient, on le vit. On le vit en fait. Et ça fait une grosse différence. Justement, quand on en est conscient, on se dit que on n'a pas envie de laisser notre vie nous filer sous les doigts, perdre notre temps dans des conneries, passer 10 heures sur les réseaux sociaux par jour. Parce que ça existe, des personnes qui passent 10 heures sur les réseaux sociaux par jour. Rentrer dans des triangles de Karpman. Je t'invite à écouter notre podcast sur le triangle dramatique, l'origine de nos conflits.
s'emmerder avec des relations toxiques, à vouloir avoir raison. Tout ça, ça devient superflu. On se concentre sur l'essentiel quand on en a conscience. J'espère que tu as apprécié ce podcast, que tu as apprécié ce poème que je t'ai partagé. Je vais te demander de me laisser un feedback suite à ce podcast. Alors tu peux nous écrire sur Facebook, sur Insta, ou nous laisser un commentaire sur YouTube, de me dire ce que ce podcast t'a apporté. Est-ce que ce podcast t'a amené des prises de conscience, t'a amené à voir les choses différemment, t'a permis de te connecter à quelque chose qui est beaucoup plus important? Peut-être que t'as écouté ce podcast en te disant « Ok, j'ai l'impression d'écouter Jean-Claude Van Damme », et c'est correct, clairement. J'adore Jean-Claude Van Damme. Je trouve qu'il a une pensée très profonde quand on l'écoute bien et qu'on prend le temps de méditer. C'est vraiment quelqu'un de très, très, très profond. Mais voilà, juste de me faire parvenir ton feedback par rapport à ce podcast et si tu as aimé, de le partager autour de toi pour essayer d'apporter plus de sagesse dans ce monde. C'est un peu l'objectif de ce partage. Je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. Julien te dirait, n'oublie pas d'être magique et de réaliser que tu as le potentiel de réaliser tout ce que tu souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine.